Perdu sur sa planète désertique, Luke se rêve en aventurier, parcourant l'espace infini. Il sait, ou espère, qu'une destinée l'attend par-delà les étoiles. Il veut changer de vie et peut-être le monde. Après de longs voyages, après plusieurs batailles, après avoir manqué de mourir, c'est en découvrant tous les nombreux secrets de sa famille que Luke Skywalker devient l'élu. Louis a toujours voulu être spécial. Pas forcément un héros, pas forcément un élu, mais qu'au moins un détail fasse de lui ce que les autres ne sont pas. Être différent, être singulier, sans savoir qu'il l'était déjà. Vous écoutez Transfert, épisode 226, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Je grandis dans une, ville de province avec, des parents fonctionnaires, avec une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi. Le week-end, on part dans une maison qu'on a au bord de la mer, avec un grand jardin. Il y a beaucoup d'animaux à la maison, on a 2 chats, un chien. Le week-end, c'est la plage quand il fait beau. Mes parents sont naturistes, donc c'est, très, très libre, très, très léger. Et le samedi soir, les amis sont au rendez-vous. Il y a toujours des grandes tablées avec beaucoup, beaucoup de gens, amis de mes parents qui viennent et ça boit et ça mange, joyeusement, et ça danse et c'est vraiment un climat très, 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 très heureux. C'est une grande tribu, en fait, qui fait la fête et qui s'amuse, beaucoup. La vie est belle. Du lundi au vendredi en semaine, Mimi travaille à Paris et le vendredi soir, Mimi arrive. Il arrive, toujours quand c'est le générique de Thalassa qui commence. Il arrive, à la maison avec son attaché-caisse, très bien habillé, il sent, le parfum, et avec ma sœur, on dévale les escaliers, on lui saute dans les bras et on est très heureux de le retrouver parce que quand Mimi débarque le vendredi soir, c'est toujours un peu la fête. On est très heureux de le voir et il y a tout un rituel, il se dépouille de ses affaires, il passe dans la salle de bain et revient tranquillement en peignoir et on regarde Thalassa tous ensemble avec mon père, ma mère, Mimi, ma sœur et moi donc et tous les animaux autour aussi bien sûr et la soirée commence comme ça et le week-end commence comme ça. Le samedi matin, quand je suis petit, je fais les courses avec lui au Carrefour et c'est toujours une fête parce qu'il achète énormément de choses. Le début des courses, c'est vraiment le moment le plus intéressant puisque c'est le moment où on passe devant le rayon VHS et à chaque fois, j'ai le droit à une cassette VHS, tous les samedis matins, donc c'est très cool, très chic. Le samedi après-midi, on généralement, Mimi, nous emmène à la piscine. Il a été maître nageur, comme mon père, donc quand j'étais petit, mais c'est lui qui m'a appris à nager. J'ai été plongé, dans le grand bain très, très, très vite. Le samedi soir, tous les amis viennent à la maison, les amis de mes parents, des grandes tablées. Nous, on regarde probablement la VHS qu'on a acheté le matin avec, les enfants des amis de mes parents. Le dimanche matin, il y a un rituel quand on est tout petit avec ma sœur, c'est d'apporter leur montre à Mimi et à mon père dans leur chambre et ils ont un très grand lit puisque dans la chambre de mes parents dorment mon père, ma mère et Mimi, tous les 3. Ensuite, mon père et Mimi vont courir. Le dimanche midi, c'est poulet frites, hein, évidemment, c'est un autre rituel et le dimanche après-midi, on va toujours faire des grandes balades en forêt. Quand je suis tout petit, je monte beaucoup sur les épaules de mon père ou sur les épaules de Mimi. Le dimanche soir, c'est un film, tous ensemble et le lendemain matin, quand je me réveille, Mimi est parti puisqu'il a pris le train de 5h27 et Mimi revenait le vendredi soir suivant. Cette situation, quand, je suis petit, ne m'étonne pas du tout, c'est pas un sujet du tout. J'ai un papa, une maman et un Mimi et c'est très bien comme ça et j'ai pas souvenir que personne me fasse de réflexion à propos de ça. Si, quand on doit faire des cadeaux pour la fête des pères, je demande à faire 2 cadeaux et qu'on me dit que c'est pas possible parce qu'il ne faut pas en faire qu'1, donc je fais un cadeau, à mon père, mais j'ai pas de cadeau pour Mimi. Parmi les amis de mes parents qui viennent, manger, il y a Philippe qui est, notre ophtalmo et qui vient avec, sa femme, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait des blagues, qui est très joyeux et avec qui on s'entend bien et c'est lui qui nous suit, avec ma sœur tout au long de notre vie, voilà, on le voit très, très régulièrement. Généralement, ma mère nous emmène, dans son cabinet le soir après ses rendez-vous, parce qu'il nous prend après ses rendez-vous. Quelques années plus tard, Philippe commence à venir beaucoup à la maison, de plus en plus. Il a divorcé d'avec sa femme et c'est quelqu'un dont je me rapproche beaucoup.
Il fait partie de la bande naturiste avec mes parents et tout ça, donc il passe le week-end avec nous. On a dans notre maison de vacances, on a une chambre qu'on appelle la chambre d'amis et qui devient vite, la chambre de Philippe, en fait. Mes parents, ça fait quelques années quand même qu'ils m'envoient en colonie de vacances l'été parce que je suis beaucoup dans les jupes de ma mère et quitter ma mère, pour moi, c'est une angoisse totale. Quand on va au sport d'hiver, les cours de ski, je réclame un bisou à ma mère en permanence pour qu'elle reste pendant que je me noie sous mon masque qui se remplit de larmes et donc pour remédier à ça, ma mère se dit: «Bon, allez, l'été, il va partir 2 semaines, 3 semaines en colonie de vacances». Donc j'en fais depuis que j'ai 7 ans et quand j'ai 13 ans, je suis un grand fan des séries américaines, notamment X-Files et pour moi, l'Amérique, c'est ça, quoi. C'est génial et donc je tanne mes parents pour pouvoir partir aux États-Unis en colonie de vacances. Donc au départ, ça devait être, New York, je pense et puis l'organisme qui organise ça, dit: «Non, finalement, ce sera pas New York, ce sera Chicago». OK, très bien. Non, ce sera pas Chicago, ce sera Saint-Louis. Ah ouais, OK, d'accord, OK. Non, en fait, ce sera pas Saint-Louis, ce sera Wichita, dans le Kansas. Alors moi, je me dis: «Ouais, Wichita dans le Kansas, why not?» C'est les États-Unis, pour moi, ça me fait kiffer, quoi. Je me dis: «Ça va être génial» et donc me voilà parti à 13 ans, au mois de juillet, la fleur au fusil, à Wichita, où j'arrive et où ma famille d'accueil me réceptionne et nous voilà partis. J'ai pas vraiment de souvenir depuis l'aéroport jusqu'à chez la famille, mais je me rappelle traverser de nuit un quartier où toutes les maisons se ressemblent et je me dis: «Mais où je vais?» et la famille gare la voiture. J'arrive dans la chambre qu'on m'a donnée, qui est la chambre des 2 fils de la famille et je me rends compte que c'est un lit avec un matelas à eau et j'ai une incapacité totale de dormir parce que dès que je bouge, bah, je bouge éternellement, en fait. Je ne m'arrête pas de bouger et donc je ne dors pas et donc je ne me remets pas du décalage horaire et donc quand le soleil se lève le matin, je me rends vite compte que cette famille est, ultra religieuse, que dès qu'on passe à table, il faut faire le bénédicité, qu'on va à l'église, que ceci, que cela. C'est pas des gens méchants, mais c'est un autre monde. Je comprends pas. Je me suis dit: «Mais ils m'ont pas envoyé aux États-Unis. Ce n'est pas ça les États-Unis. C'est Fox Mulder et Karen Dana Scully. C'est ça pour moi les États-Unis, c'est pas ça». Je m'adapte pas du tout et je plonge dans une crise d'angoisse permanente. Je parle un anglais approximatif. On ne fait rien. Je passe mes journées à ne rien faire parce que les 2 fils de la famille, ils sont amorphes. La seule, activité qu'on peut faire, c'est un trampoline un peu défoncé dans le jardin. Ils me voient tellement déprimé, pour me changer les idées, ils m'emmènent à la SPA du coin, où j'arrive dans un endroit où il y a que des animaux en cage qui crient dans tous les sens et ça me déprime totalement. J'ai plus envie de rien. Enfin, pour la première fois de ma vie, moi qui ai toujours vécu dans quelque chose de très heureux, très gai, sans insouciance totale, je découvre ce que c'est que l'angoisse. J'appelle mes parents. Ma mère au téléphone me dit: «Oh mais, oui, non mais enfin peut-être prends sur toi un peu, prends sur toi». Mais je n'arrive pas à passer le pas. Je suis en dépression totale, j'ai mal au ventre en permanence et un soir, je prépare mon évasion. Pendant que la famille dort, je prends mon sac à dos, je rentre dedans une lampe de poche, je sais même pas si je prends de la nourriture, j'en sais rien. J'ouvre la porte discrètement, je pars de la maison et je marche dans la nuit sur ce quartier qui n'en finit pas où toutes les maisons se ressemblent et je marche, je marche, je marche et j'arrive au bord d'une autoroute et derrière cette autoroute, il y a le désert et le soleil se lève face au désert et il y a rien en fait. C'est un quartier isolé avec rien autour. C'est l'enfer et je me dis: «Mais où tu voulais aller?» et donc je fais demi-tour et je reviens dans la famille et quand je reviens, le quartier est aux abois. Tout le monde est en robe de chambre, avec les chiens, les machins et la mère de la famille qui m'accueille, se précipite sur moi. J'ai cru qu'elle allait me gifler, mais elle me secoue et elle me dit: «Mais where have you been?» Je ne sais plus ce qu'elle me dit, mais enfin elle me parle dans un anglais américain que je comprends pas et la seule chose que je réponds, c'est: «I wanted to see the sea». Ce qui veut dire: «Je voulais voir la mer». Bon, on est à l'endroit des États-Unis le plus éloigné de la mer. Je veux dire, si on devait tracer une diagonale entre le grand rectangle que sont les États-Unis, on est au milieu, quoi, on est pile poil au milieu. Donc après cet incident, les gens de l'organisation qui nous accueille se rendent compte que je vais pas bien et décident de me rapatrier en France. C'est la première fois de ma vie quand je suis dans cette famille, quand je suis dans cette ambiance-là, que je me dis que le monde, non seulement il ressemble pas à ce qui passe à la télé, mais surtout il ressemble pas à ce qui se passe dans ma famille. Mimi, vient me chercher à l'aéroport. Je repars chez mon père et ma mère dans notre maison de vacances
Et je me rappelle que la première nuit que je passe, je me réveille en hurlant dans la nuit, comme si j'étais encore aux États-Unis et ma mère se dit: «OK, il faut quand quelqu'un se noie, il faut le replonger dans l'eau tout de suite». Donc elle demande à Mimi de nous emmener, moi et ma sœur, aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis à peine revenu que je suis déjà reparti. Mais cette fois, à New York. Donc nous voilà repartis. Mimi a fait les choses extrêmement bien. On va dans des grands hôtels de New York, on va à Washington, on visite plein de trucs, on fait même de l'hélicoptère. C'est très chic, c'est très bien, c'est très beau. On a un dîner sur un bateau, sur l'Hudson et on visite le les musées. C'est vraiment, une vision totalement différente que de ce que je viens de vivre, pendant 2 semaines, dans le Kansas. En revenant de ce voyage-là, je suis beaucoup plus, on a remis les pendules à l'heure, j'ai retrouvé mon petit monde, l'hypothèse est vérifiée, ça ressemble bien à ce que j'imaginais dans les films. Donc on passe un très, très bon voyage avec ma sœur et Mimi et on revient finir les vacances dans notre maison de vacances avec mon père, ma mère, Mimi et tout le reste de la tribu, à la plage, naturiste et tout est formidable. Mais bon, le voyage au Kansas a quand même laissé des traces. Il y a une transition qui s'opère là. Je sens qu'il y a un truc derrière tout ça. Après cet été-là, je rentre en quatrième. Tout se passe normalement et quelques mois après la rentrée, je pense que ça doit être au mois d'octobre, mois de novembre, j'ai un cours de SVT et on aborde la génétique et on aborde les allèles récessifs et les allèles dominants et dans ce cours de SVT, qui est donné par une vieille prof qui porte toujours une blouse, elle nous explique que dans une famille où tout le monde a les yeux bleus, sur plusieurs générations, c'est plutôt rare qu'un enfant naisse avec les yeux marrons et là, j'ai un moment d'absence dans ce cours et je me rends compte que, bah, j'ai les yeux marrons, que ma sœur a les yeux bleus, que mon père a les yeux bleus, que ma mère a les yeux bleus, que le père de ma mère a les yeux bleus, mon grand-père, que ma grand-mère a les yeux bleus, que du côté paternel, c'est pareil, ils ont tous les yeux bleus et que moi j'ai les yeux marrons et Mimi a les yeux marrons. Donc je dis rien, mais quand même je me dis: «Tiens, c'est étrange». Le soir, je rentre à la maison et je vais voir ma sœur qui a grandi, qui est une adolescente et je lui dis: mais tu trouves pas ça bizarre que moi j'ai les yeux marrons, Et là, elle me regarde, elle me fait: «Oh mais c'est pas à moi de te le dire». Quand elle m'a dit ça, je percute, je réalise, je comprends que Mimi, c'est mon père et la première chose qui me vient, c'est de me dire, «Oh, génial, je vais avoir quelque chose à raconter». Moi qui n'ai jamais eu de problème, moi qui est un je suis un garçon normal, on me voit pas. Enfin, je veux dire, je suis dans la masse, quoi. J'ai pas de parents divorcés, personne n'est mort dans ma famille et là, je vais avoir un truc à raconter et c'est ça qui me vient en première fois et je vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille et là, j'ai une 2e niveau de lecture du truc. Je me dis: «Mais pourquoi on me l'a jamais dit?» Et j'entends ma mère qui monte les escaliers, hyper vite, qui débarque dans ma chambre, qui me prend dans ses bras et qui me regarde et qui me dit: «Ah mais mon loulou, mais je croyais que tu le savais» et je suis persuadé qu'elle était persuadée que je le savais, mais il me l'avait jamais dit, jamais et je suis convaincu que autant moi, j'étais probablement dans le déni de cette réalité-là, autant elle a été dans le déni de cette réalité-là aussi. On était tous les 2 dans le déni, en fait, de cette situation, dont il ne me parlait pas et dont moi je posais pas de questions. Ce qui m'a heurté le plus, c'est je me suis dit: «OK, on m'a pris pour un con pendant on m'a pris pour un con pendant 13 ans de ma vie». Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais évidemment, enfin, je veux dire tout le monde s'en rendait compte sauf moi et prendre conscience à 13 ans qu'on a été con, qu'on a été bête, qu'on a été naïf, quoi. C'est ça qui m'a blessé le plus, en fait. Le matin, je pars, au collège, j'ai pas vraiment le temps de discuter plus, il faut que je sois en cours, puisque je commence à 8h. Donc me voilà parti au collège, sur mon vélo et j'arrive au collège en racontant évidemment à mes amis ce qui s'était passé et je sais plus si je dois être, fier d'être, singulier ou si je dois être, angoissé d'avoir été pris pour un imbécile. Et la journée se passe et bizarrement, j'ai envie de mettre ça de côté. J'ai plus envie de le prendre comme quelque chose qui fait de moi quelqu'un de singulier, qui se démarque, en fait.
mais je sais que je vais devoir rentrer le soir chez moi et que je vais devoir affronter, une discussion. Donc le soir, j'arrive chez moi, ma mère est là et elle fume près de la cheminée et on a une discussion et elle me dit que rien va changer, que ça change rien du tout, que de toute façon et elle dramatise vraiment les choses. Tout est normal, il y a pas de problème, c'est ça change quoi? Alors je lui demande un peu naïvement si je dois appeler Mimi papa maintenant, mais c'est bizarre parce que j'appelle déjà papa, papa. Ça change pas. À un moment donné, je joue à l'ordinateur dans le bureau. Mon père, qui est donc le père de ma sœur, arrive dans le bureau et le père de ma sœur, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de taiseux, qui se livre pas. J'ai jamais vraiment eu de discussion avec lui et je suis en train de jouer à Tomb Raider, je crois, sur mon ordinateur et il arrive derrière moi et me dit: «Bon, il faut peut-être qu'on ait une discussion tous les 2. Et là, je me dis: «Oh non, une discussion. Lui, il sait pas parler, il sait pas discuter, moi non plus, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de discuter de ça. Laissez-moi jouer mon rôle de personne un peu singulière, qui a 3 parents, c'est super, mais je veux pas discuter de ça, le fond de l'histoire ne m'intéresse pas». Et il a cette phrase qui reviendra souvent dans les mots, des 3, de ma mère, de Mimi et de lui, c'est, «Non, mais il y a pire, il y a des enfants qui ont des parents divorcés. Toi, tu en as 3, estime-toi heureux». Alors cette phrase ne m'a jamais réconforté, jamais, 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 parce qu'effectivement, si on va devoir voir s'il y a pire, il y a toujours pire ailleurs, donc et puis c'était pas le problème d'un manque d'amour ou d'un manque d'une défection quelconque au niveau affectif. C'était le problème qu'on m'avait pris pour un imbécile, qui m'avait et que je me sentais imbécile, probablement que je l'étais, c'est la naïveté, quoi. C'est une discussion sans être vraiment une discussion. Il vient et il se dit: «Merde, il faut que je fasse mon rôle de père». Qui me fait me sentir très bête, c'est que je me rends compte par la suite qu'il y a eu comme des allusions. Quand on était aux États-Unis, je me rappelle que Mimi m'avait regardé comme ça, il m'avait pris l'oreille, il m'avait dit: «Tiens, c'est marrant, on a le même grain de beauté sur le lobe de l'oreille, toi et moi». Et je pense que c'était comme ça, quoi. Il essayait d'envoyer des messages, mais que voilà, jamais clairement, quoi. Donc non seulement ils étaient pas capables de parler, mais je pense que j'étais même pas capable d'écouter. On est tellement dans le divertissement, la joie, on avait pas envie de se poser des questions, quoi. On est en semaine, je crois que c'est un mardi, quelque chose comme ça. Donc Mimi n'est pas là. Et ça m'arrange un peu qu'il soit pas là, parce que je pense que j'aurais pas été capable de l'affronter. Et donc normalement, il doit revenir le vendredi suivant. Mais cette semaine-là, il revient pas, parce qu'il voyage à l'étranger, la version officielle. En tout cas, il est pas là. Et quelques jours après, je reçois une lettre. Ma mère me tend une lettre, elle me dit: «Mimi t'a écrit». Je prends la lettre et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir et je la place tout en haut de la grande armoire. Elle reste là et je suis incapable de l'ouvrir. 2 semaines après donc, Mimi finit par revenir, le vendredi soir, avec son attaché case, très élégant comme d'habitude. Mais c'est un peu moins joyeux ce soir-là, parce qu'on sent qu'il faut parler. Et en fait, ni lui, ni moi, on en a envie et donc on parle pas. Il me demande pas du tout si j'ai lu la lettre, il en parle même pas. C'est comme s'il l'avait pas envoyée cette lettre. Et j'ai pas très envie de qu'il m'en parle en fait, parce que j'ai peur, parce que je vois tellement qu'on a la même angoisse, à savoir un jour va falloir qu'on se parle et aucun de nous 2 n'est capable de le faire. Et l'affaire reprend. L'histoire reprend comme avant, en fait. Rien ne change. C'est comme avant, comme ma mère m'avait dit. Et pourtant, moi, je vois qu'il y a des choses qui ont changé. Je me dis: «Tiens, c'est étrange, j'ai la sensation un peu que le décor s'écroule, en fait». Je commence à voir que le côté fake, un peu, de tout ça, le côté vernis et le vernis commence à craquer beaucoup. Mais on continue comme avant. La lettre, elle reste sur l'armoire et moi, je continue ma vie. À cette même époque, quand j'ai 13 ans, ma sœur est non seulement la star de la famille, mais c'est aussi la star du collège, 3 ans d'avance sur moi. Elle est un peu what the fuck, on la connaît. Et moi, je suis un peu, ouais, je suis un peu timoré, quoi. Et donc je commence vraiment à faire du théâtre. La prof d'art plastique fait un cours de théâtre et j'ai un petit rôle au début et puis ça m'amuse bien, je trouve ça sympa. Et l'année d'après, j'ai un plus gros rôle. On monte, Le Père Noël est une ordure. C'est super quoi, je m'amuse, je fais rire les gens et je me dis: «Tiens, ouais».
Ça me fait kiffer de faire du théâtre. J'adore ça et je continue à en faire, après, dans une maison du théâtre amateur et peu à peu, je commence à me démarquer. Je commence à faire de la danse aussi. Je suis le premier garçon du collège à faire de la danse, le seul, au départ et puis après il y en a d'autres qui viennent, mais au départ, je suis le seul. Je suis très mauvais en danse, mais je ne le fais pas pour être bon, pour être danseur. Je le fais parce que j'ai besoin de me démarquer, parce qu'il faut que j'ajoute à ma petite singularité. J'aime bien le milieu du théâtre parce que ça me rappelle aussi le milieu dans lequel j'ai grandi. Ce milieu où il y a un peu tout est beau, enfin tout est joyeux, rien n'est grave. C'est exactement ça, rien n'est grave, en fait. On tombe, on meurt au théâtre, mais on se relève après. Ben, c'est ça. Dans mon enfance, c'était ça. Rien n'est grave. Les choses sont légères et ça me plaît beaucoup. Les années se passent, j'essaye d'évacuer le sujet, c'est plus un problème, j'y pense pas. On garde ça dans un coin de ma tête, mais en le ressortant pas trop souvent et mes parents font de même. Personne n'en parle. Et puis un été, je devais avoir 15 ou 16 ans, c'est l'apparition des appareils photo numériques et Mimi est un grand fan des appareils photo, de toute la nouvelle technologie, quoi. Dès qu'il y a un truc qui sort, il l'achète parce qu'il aime ça et il sait que j'aime ça aussi. Et donc c'est l'été, on est tous dans la maison de vacances et son appareil photo numérique traîne. Et je m'en empare pour regarder, pour trifouiller et je fais défiler les photos. Donc je vois des photos qu'il a prises, dans l'après-midi et à un moment donné, je fais défiler les photos et je commence à voir des photos, porno, gays et je comprends pas et en fait, machinalement, je ferme l'appareil photo en me disant que j'aurais pas dû voir ça et que ça me regarde pas et encore une fois, j'ai un choc, mais c'est pas grave puisque j'ai été élevé dans le fait que rien n'est grave. Donc c'est pas grave. Mais je vais avoir quelque chose à raconter et en l'occurrence à ma sœur. Et je lui en parle pas tout de suite d'ailleurs, je lui en parle pas tout de suite. D'abord je garde ça pour moi, parce que j'ai un peu honte aussi, enfin je comprends pas vraiment. Petit à petit, je vois les masques commencer un peu à s'effriter, à vieillir et la personne qui est en dessous apparaît de fait et apparaît aux yeux de l'enfant que je suis, enfin l'adolescent que je suis, quoi. Et je finis par en parler à ma sœur qui, comme elle est toujours plus grande gueule que moi, elle finit par en parler quelques jours après à ma mère. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais ma mère, le prend très, très mal et donc visiblement, elle a une discussion avec Mimi et elle exige que Mimi nous parle et s'explique. Donc il va y avoir une discussion encore et je redoute la discussion. Je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de ça. Mais visiblement, le vendredi qui suit, Mimi va arriver et il va nous parler. Ce vendredi soir où il arrive, c'est moins joyeux que d'habitude. On sait qu'on va avoir une discussion. Et il est pas heureux, quoi. Là, il porte son masque, mais on voit que ça va pas du tout en dessous, que la personne en dessous, elle est pas bien, quoi. Donc il monte, avec nous et on sent qu'on l'a forcé à nous parler, qu'on l'a forcé à enlever son masque. On est avec ma sœur assis sur mon lit et on le regarde. Il se tape machinalement la tête contre le mur et il s'arrête pas. Et avec ma sœur, on lui dit: «Mais c'est pas grave Mimi, Il dit: «Non, mais je vous auriez pas dû voir ça. C'est des photos que j'ai prises sur un écran». Ma sœur qui est plus mature que moi, lui dit: «Mais il y a aucun problème, on t'aime, on est là, enfin on t'aime, mais vraiment». Et ça nous faisait tellement de peine de le voir comme ça. J'associe ça à Star Wars et cette scène de fin dans Le Retour du Jedi où, Luke Skywalker enlève le masque de Dark Vador et on voit ce vieillard en dessous, bah, c'est l'image que j'associe totalement à ce moment-là où je dois avoir une discussion avec lui. J'enlève le masque, il peut plus respirer. Et ce jour-là, il ne dit rien, il n'explique pas et moi, j'ai besoin de comprendre, mais on n'est pas capable de m'expliquer. Ma sœur, qui est beaucoup plus tactile que moi, le prend dans ses bras et du coup, moi, je m'adjoins à ce grand câlin et il dit rien, mais il nous serre. On sent que ses bras essaient de nous dire quelque chose. Je n'ai jamais su si ma mère savait, si elle exigeait que Mimi ait une discussion avec nous parce que ce genre d'image, au-delà du fait que ça dénonce, une préférence sexuelle, c'est des images, pornographiques, donc c'est des images choquantes. Ou s'ils voulaient qu'ils nous disent la vérité.
Quelle vérité d'ailleurs? Je pense qu'il y a pas de vérité, elle voulait probablement qu'il dise quelque chose, mais quoi? Ce qui résume un peu les discussions qu'on peut avoir dans cette famille. Mais tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? Les années qui suivent, Philippe est de plus en plus présent avec nous. Le soir après l'école, le collège, ou le lycée, quand je rentre, Philippe est souvent avec, ma mère, en train de boire un café. Visiblement, ils ont passé la journée ensemble. Le père de ma sœur, lui, arrive plus tard, dans la soirée. Je discute avec lui, on parle de tout, de cinéma, de littérature notamment. Il m'apprend des mots. Il me dit: «Va chercher, si tu comprends pas un mot, va chercher dans le dictionnaire». Il y avait vraiment un côté un peu maître-élève, mais aussi, un peu père-fils, quoi. Par exemple, un jour, je veux aller au cinéma et ma mère veut pas que j'aille au cinéma parce que je suis trop petit pour aller au cinéma tout seul et elle me dit: «Non, non, non, et ben, si tu veux aller au cinéma vraiment, on y va, Philippe et moi». Et donc nous voilà partis tous les 3 au cinéma voir, Le Cinquième Élément. Et voilà, il nous arrive aussi qu'on passe un week-end à Paris, ma mère, Philippe et moi, on part en voiture, parce qu'il avait un séminaire d'ophtalmologie. On passe, la journée ensemble avec ma mère, on fait les boutiques et on retrouve, Philippe après ça et on rentre tous ensemble. Il y a une forme d'admiration de ma part et je vois dans les yeux de ma mère qu'il y a une forme d'admiration aussi, qu'elle est impressionnée par quelqu'un qui a de la culture et qui lui apprend des choses et moi aussi, il m'apprend beaucoup de choses. Puis c'est quelqu'un de drôle aussi. Mes parents, quand ils étaient jeunes, ils organisaient beaucoup de spectacles. Ils faisaient des spectacles quand il y avait des grandes soirées à la maison, des fois ils faisaient des sketchs et tout ça. Et pour les 50 ans de Mimi, tous les amis, organisent une série de sketchs. Tout le monde est réuni. Philippe et le père de ma sœur, reprennent le la scène de la biscotte dans La cage aux folles, par exemple. Et Mimi est mort de rire. Il passe une excellente soirée, on passe tous une excellente soirée et Philippe est vraiment, un élément important de la fête. Et c'est quelqu'un, oui, avec qui je m'attache beaucoup et je pense que d'ailleurs c'est réciproque. Quelques années plus tard, je dois avoir 16-17 ans, je pense. Un jour, je suis dans ma chambre et il y a des travaux à la maison. Ils refont le parquet puisque j'avais de la moquette, dans ma chambre et de tout le premier étage de la maison, il y avait de la moquette. Et quand je reviens, un des ouvriers qui travaille, sur le chantier me dit: «On a retrouvé ça sous la moquette». Et je vois une lettre avec mon écriture dessus et je me dis: «Mais c'est quoi cette lettre? C'est moi qui l'ai écrite?» Bon, et je l'ouvre et je me rappelle que c'est une lettre que j'ai écrite quand mon grand-père est décédé. Je m'adressais à lui et je relis ça avec, un peu d'attendrissement et un peu de un peu de honte aussi probablement et je me dis, «Il y a une autre lettre que j'ai pas ouverte et voilà, ça fait trop longtemps». La lettre que Mimi m'a écrite quand j'ai découvert, qu'il était mon père, elle est toujours sur l'armoire et là, je me décide à l'ouvrir et je l'ouvre en me disant: «Bah, ça y est, enfin, tu vas savoir la vérité» et je la lis. «Mon cher Louis, j'ai pensé à toi encore plus que d'habitude au cours de ces derniers jours et je m'en veux de t'avoir causé ce chagrin. Tu dois savoir qu'il est des choses, même très naturelles, qu'il n'est pas facile de dire à un jeune enfant. Maintenant que tu es grand, je pense que tu es en mesure de comprendre tout cela. Nous vous avons toujours considérés comme nos enfants. Certes, il n'est pas dans la norme d'avoir 3 parents, mais cela est mieux que d'en avoir qu'un seul quand les parents divorcent ou même pas du tout. Surtout que nous vous aimons infiniment et que nous sommes toujours désolés quand vous avez des difficultés ou du chagrin. Nous sommes très fiers de vous et je crois que nous constituons une famille comme beaucoup nous envieraient d'avoir. Personnellement, même si je suis beaucoup absent, je pense continuellement à vous. Et pour moi, rien n'est plus sympathique que mon retour parmi vous le vendredi soir lorsque je sais que je vais tous vous retrouver. Il n'y a rien de changé entre nous. C'est une vraie et forte famille que j'aime. Je t'embrasse très 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 fort. Mimi. Elle est courte déjà. Et elle ne dit absolument rien. Si ce n'est, j'ai beaucoup pensé à toi. Je serai toujours là pour toi. Bon, des choses très agréables à entendre, mais aucune vérité de lui, si ce n'est un témoignage d'amour. Donc je me dis: «OK». Je l'ai un peu fait monter en mayonnaise cette lettre, j'aurais peut-être pas dû. Elle est devenue le symbole de quelque chose qui se taisait et en fait, peut-être que le fait qu'elle soit là-haut, ça me donnait le pouvoir de moi, accéder à la vérité et donc de me dire: «Si je ne connais pas la vérité, c'est de ma faute, puisque c'est toi qui m'ouvres pas cette lettre». Or quand je l'ouvre, il y a rien dedans ou pas grand-chose. En fait, je m'attendais à beaucoup de choses, à une histoire,
Bon, vu l'épaisseur de la lettre, je me doutais bien que ça allait pas être un roman, mais je m'attendais à une forme de mythologie, en fait, de mythologie personnelle qui m'aurait un peu architecturé, personnellement. Une histoire, quoi, rien. Et on peut se demander, pourquoi j'ai jamais demandé concrètement, ça s'est passé comment, avant que j'arrive? Et je pense que j'ai peut-être dû le demander, mais je pense qu'on m'a pas vraiment répondu ou alors pas comme je voulais ou de toute façon, quelle que soit la chose qu'on ait pu me dire, j'y accordais pas une valeur énorme puisque de toute façon, comme on était parti sur quelque chose qui était un mensonge, par omission, hein, on va dire. De toute façon, quoi qu'on puisse me dire, j'y croirais pas. Donc, à quoi bon? Peut-être ça me rassurait aussi de m'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans cette lettre. Ce qui se passait la semaine, quand Mimi était pas là. Sa vie à côté, sans nous. Ça me permettait de fantasmer plein de choses. Mon père biologique, c'est un agent secret. Et j'ai toujours eu ça. J'ai souvent fait ce rêve-là. Je suis à l'enterrement de mon père et il y a plein de gens que je connais pas, qui viennent et qui me disent: «Ah, c'était vraiment quelqu'un de bien. Ouais, je l'ai connu» et je me dis: «Mais vous êtes qui?» «Ah oui, mais on se voyait, du lundi au vendredi». «Ah ouais? Ah bah, oui, 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 on se voyait du lundi au vendredi. C'était vraiment quelqu'un de super». Pendant toutes ces années, j'ai besoin de m'affirmer, de sortir un peu de cette famille, hyper atypique et je fais du théâtre, et je tourne des courts métrages et je vois que, mes parents, me regardent, en fait. Surtout ma mère qui m'emmène au théâtre depuis tout petit et je vois qu'elle est très fière que j'investisse, ça. Parallèlement à ça, je fais avec la caméra de Mimi, je fais beaucoup de petits courts métrages, de sketchs avec des amis, des choses comme ça, quoi. On s'amuse là-dedans et quand j'arrive en terminale, je fais du chinois en troisième langue et donc on part, 3 semaines avec la classe, en Chine et là, je prends la caméra de Mimi et je fais un petit reportage. Et c'est l'année de mon bac et je passe tout mon temps en revenant de ce voyage, à monter le film sur mon ordinateur. J'y passe des heures et des heures. Je sacrifie un peu beaucoup de travail que j'aurais dû faire pour le bac sur ce film-là. En fin d'année, je présente le film, au lycée, devant tous les élèves. C'est un succès phénoménal, les gens applaudissent, la principale se lève, dit: «Ah bon, on m'a jamais remis un travail comme ça, c'est formidable» et donc c'est un peu la consécration pour moi et je vois que ma mère est très fière de ça. Je me sens un peu exister, quoi. Et j'existe en dehors de cette famille, étrange. J'ai mon originalité, j'ai ma singularité et faut que je fasse autre chose que, des études simples. Je m'étais inscrit en fac de droit l'année d'après et puis en fait, non, c'est pas ça qui me botte, quoi. Je finis par avoir mon bac au lycée et j'arrive en fac de droit et je me rends vite compte que, c'est pas mon truc. Je vais pas en cours. Quand, j'entends, Ayez des lectures saines, lisez Le Figaro, c'est pas vraiment ma came. Et au bout d'un mois, devant mon premier TD qui est décentralisation et fédéralisme, je me rends compte que ça va pas le faire. En fait, j'écris une introduction, on est dimanche soir, je descends, j'habite encore chez mes parents et je dis, à ma mère, «J'arrête là, je vais à Paris». Mais j'irai chez Mimi, à Paris, ça va bien se passer. «Oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?» Je dis: «Du théâtre» et me voilà parti à Paris, sans connaître rien de Paris, à vivre en colocation avec Mimi. Il travaille toute la journée donc je le vois pas. Il vit dans un appartement très, très, très chic, très musée, en fait. Il y a rien qui bouge. On a l'impression que personne ne vit dans cet appartement-là. Moi, j'ai un clic-clac dans le fond, dans son bureau. On se croise assez peu puisque moi, j'ai cours le soir et lui travaille la journée et il se lève très tôt le matin, donc il se couche très tôt, le soir. Donc on se croise, en fait et pendant toute cette période-là, on se parle pas non plus et honnêtement, ça m'arrange parce que se retrouver comme ça tous les 2, la confrontation, elle est encore difficile. Elle est très dure. Faut pas se parler. Donc on fait des blagues. Et puis au bout d'un an, je décide de prendre un appartement, tout seul et d'habiter seul pour la première fois de ma vie, en fait. Donc j'ai 18 ans, le premier mois où j'emménage seul, je me mets à devenir, hyper malheureux, super malheureux et je comprends pas ce qui se passe, en fait. J'en suis au point où je n'arrive plus à trouver d'endroit dans mon appartement pour pleurer. Je n'arrive plus à mettre en scène ma douleur, en fait. Il y a rien de pire qu'une douleur qu'on n'arrive pas à incarner, quoi, parce qu'on ne peut pas la faire sortir, donc elle reste.
Donc je sens que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui reste, quelque chose que j'arrive pas à faire sortir et je me dis: t'es parti, tu pas réglé des trucs, quoi. T'as laissé des trucs chez tes parents, il va falloir que tu les règles parce que tu peux pas te construire. Tu peux pas commencer ta vie si t'as pas balayé un peu tout ce qu'il y a de derrière, en fait. Donc là, pour pas te sombrer dans la dépression, parce que cette période de ma vie, j'envisage, je crois que c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé, où vraiment, j'envisage de sauter par la fenêtre, quoi. Je suis vraiment pas bien du tout et je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends que probablement ça doit être lié à toutes ces choses que j'ai pas réglées, que je vais devoir me trimballer. Je me mets devant mon ordinateur et j'écris. J'écris une lettre sans m'arrêter à mes parents et je fais 16 pages recto verso et je finis de l'écrire, je vais me coucher et le lendemain, j'appelle ma mère et je lui dis: «Écoute, je vais revenir vendredi soir à la maison. J'aimerais que vous soyez tous là. J'ai quelque chose à vous dire». Alors ma mère devient folle au téléphone parce que je lui dis évidemment pas ce que je vais leur dire et elle devient, elle me dit: «Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Quoi? Quoi?» Et je lui dis: Non, je vous le dirai vendredi. Je peux pas vous le dire là. Je vous le dirai vendredi». Et je résiste parce que je sens qu'elle souffre et je sens que j'aime pas du tout la faire souffrir. Mais je sens qu'elle souffre, mais je sens que je peux pas lui dire au téléphone, c'est pas possible. Puisque j'ai tellement de choses à dire, j'ai écrit 16 pages, j'ai tartiné 16 pages d'aveux, il fallait que ça sorte, quoi. Et je maintiens le truc. Et le vendredi, je prends mon train à Paris et je retourne chez mes parents et je sors, du train et je me dis: «Tiens, quand même, je vais aller acheter un bouquet de fleurs pour ma mère parce que je l'ai fait tellement souffrir, il vaut mieux que j'arrive avec, en montrant patte blanche, quoi». Et j'arrive, je pousse la porte du jardin et ma mère m'attend en haut des marches et elle me regarde avec un regard, mais noir, je crois qu'elle m'a jamais regardé comme ça et je suis mal, très mal et je lui dis: «Bonjour» et elle me dit, «On regarde les gens dans les yeux quand on leur dit bonjour». Et là, je me dis: «Putain, ça commence comme ça, quelle angoisse». Je lui tends le bouquet, elle le prend, je sens qu'elle est tendue, extrêmement tendue comme une arbalète et comme on est vendredi soir et que j'ai pas pris le même train que Mimi, qui rentre de Paris aussi, il finit par arriver. Tout le monde finit par arriver et donc je demande à tout le monde de se mettre dans le salon et j'ai ma lettre dans les mains et je suis vraiment pas bien. Ma mère, les bras croisés, me regarde toujours un peu noir, l'air de dire: «Qu'est-ce que tu veux nous dire?» Mon père et Mimi sont un peu prostrés, ils attendent de voir et ma sœur est là et je prends la lettre dans les mains, que j'ai imprimée et je leur dis: «Je vais vous lire cette lettre, elle est longue, mais je veux que vous me laissiez aller jusqu'au bout. Je veux que vous ne m'interrompiez pas jusqu'au bout. Quoi que vous puissiez entendre, quoi que je puisse vous dire, vous ne dites rien, on en parlera après». Et je me lance dans ma lettre. Je pense qu'au bout de 3 lignes, je me mets à pleurer. Je m'effondre en larmes parce que j'y parle de tout. Je parle de souvenirs que j'ai avec eux. Je parle du fait que j'ai mal vécu le fait qu'on m'ait pas dit la vérité, que le père de ma sœur, je l'ai jamais vraiment considéré comme mon père, finalement, même si je l'ai appelé papa. Enfin, c'est pas que je l'ai pas considéré comme mon père, mais c'est que j'ai jamais entretenu avec lui une relation père-fils, jamais. Et en fait, je passe les uns après les autres. Ça commence par le père de ma sœur, où je lui dis ça, ce qui est quand même violent à entendre. Je parle à Mimi, je lui dis, «Bah, toi non plus, en fait, finalement, tu as jamais assumé d'être mon père». Et en fait, je leur dis: «Bah, voilà, vous m'avez toujours dit que j'avais 2 pères, mais en fait non, j'ai pas de père. J'ai une mère. Oui, ça, j'ai une mère». Je lui dis aussi, «Je sais tellement ce qui se passe dans ta tête, parce qu'il se passe la même chose dans la mienne. Je veux dire, tu me ressembles tellement, je suis tellement comme toi, que tes souffrances, je sais que ce que je suis en train de vivre là, tu l'as déjà vécu ou tu le vis encore». Et après, je passe à ma mère et je lui dis, «Bah, voilà, si tu venais à décéder demain, c'est tout qui s'écroule pour moi et je veux pas ça. Je veux pas vivre comme ça, en me disant, si ma mère meurt, tout mon monde s'écroule. Je veux enfin c'est je veux pas être, Marcel Proust quoi. C'est pas le c'est je veux pas que ce soit le plus grand drame de ma vie, pas du tout. Et je lis et je ne lève pas les yeux de ma lettre. Je ne le regarde pas pendant 16 pages. Je pleure, je vois les gouttes tomber, mouiller l'encre de du papier et il m'interrompt pas. Je continue et je parle de ma sœur et je dis: «Ben, voilà, on est très, très différents» et elle m'arrête.
Elle me fait: «Non, tu es un petit peu injuste» et je dis: «Ah! On est quasiment à la fin, ne m'arrête pas» et je finis d'ailleurs, j'en profite pour faire mon coming out. Parce que je me dis: «Tant qu'à faire passer tout, allons-y gaiement» et heu et disons les choses, quoi. Je termine en disant: «Je suis en train de grandir, de vraiment grandir et j'ai la nette impression que je ne le fais pas correctement, parce qu'un truc s'est cassé un jour entre vous et moi et c'est cette chose qu'on va devoir réparer ensemble, parce que je ne veux pas continuer à vivre ainsi, je n'y arriverai pas». Je me rappelle le soir où j'ai voulu arrêter la fac de droit il y a près d'1 an, maman, tu es venue me voir et tu m'as demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas voulu te répondre ce soir-là, puis tu as commencé à m'énumérer toutes les hypothèses sur ce qui n'allait pas et tu m'as même demandé si je n'étais pas amoureux de travers. Eh bien, aujourd'hui, je dois t'avouer qu'il m'arrive souvent d'être amoureux de travers. C'est vrai, quand je marche dans la rue, il m'arrive plus souvent de regarder les hommes que les femmes, et si j'arrive à l'assumer aujourd'hui, même si je fus sur ce coup-là le dernier au courant, si j'arrive à assumer tout ça aujourd'hui, c'est que quelque chose a déjà changé. Alors est-ce que vous ne voulez pas essayer de changer avec moi? Donc je viens de passer 15-20 bonnes minutes à lire cette lettre. J'ai pas relevé le nez de la lettre, j'ai pas regardé ce qui se passait au-dessus de ces pages que je tenais fébrilement et en pleurant, où je parlais de chacun, où je finissais en leur demandant si on pouvait tous changer ensemble et en leur annonçant au passage que j'étais gay. Et quand je finis cette lettre, je relève la tête et je les vois tous, ils sont complètement dévastés. Surtout Mimi et le père de ma sœur. Ils ont la tête baissée, ils pleurent. Ma mère pleure aussi, mais elle se précipite sur moi, elle me prend dans ses bras. Probablement soulagée que je sois pas malade du sida, probablement, ça doit être ça. Elle m'embrasse, elle me fait des câlins, elle me dit qu'elle est contente que j'arrive à parler. Et je m'approche de Mimi, et il bouge pas, il a la tête baissée. Et je pose la main sur l'épaule, et il me dit: «Tu viens de faire la seule chose que j'ai toujours été incapable de faire». Et voilà, c'est tout ce qu'il me dit. Cette phrase, elle est assez vague, on peut l'interpréter de plein de manières différentes, mais je pense que je l'interprète: il a jamais été capable de parler comme je viens de le faire, et peut-être aussi qu'il a jamais été capable, de dire que lui aussi, il avait peut-être été amoureux de travers. Après ça, on prend l'apéritif, je crois, et on mange et on passe à autre chose. Et ma mère me dit, «Ah mais de toute façon, j'ai jamais rêvé d'être grand-mère». C'est des gens, masqués, et comme leur masque tombe, ils deviennent maladroits parce qu'ils arrivent plus à voir clairement au travers. J'avais la sensation que cette discussion m'avait complètement, que c'était fini, quoi, que j'avais réglé ces problèmes-là. Mais en fait, j'avais parlé, oui. Eux, eux n'avaient pas parlé. Et le lendemain soir, je rentre de soirée avec des amis, et j'étais probablement un peu alcoolisé. Et j'arrive tard, mes parents dormaient, et je me mets à faire un esclandre dans le salon. Je pensais quoi? Que d'un seul coup, la terre allait s'arrêter de tourner? Non, pas du tout. Et ma mère descend de chambre, pas très heureuse que je la réveille. Et je dis: «Mais non, mais en fait, ça sert à rien de vous parler, ça change rien». Et elle me dit: «Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on dise quoi?» Sur le moment, j'ai dit: je sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut». Il me dit: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on se mette à marcher, sur les mains, maintenant? Qu'est-ce que tu veux que ça change? Comment?» Et là, je comprends qu'eux, ils changeront jamais. C'est à moi de faire ma vie. C'est à moi de construire ma vie, en dehors d'eux. Et donc là, je sens qu'il va falloir que, quand même, je m'éloigne. Et la vie reprend un peu comme avant. Et quelques jours après, à Paris, je reçois une lettre de Mimi, que j'ouvre, cette fois-ci, rapidement. «Mon cher loulou, il est sans doute parfois plus facile d'écrire que de dire, et je n'ai pas eu le temps, ou le courage, de te parler après vendredi soir. Je voudrais te dire combien j'ai apprécié ton courage, celui qui m'a manqué au cours de ces dernières années. Je suis très fier de toi, fier de ce que tu es devenu, fier de tes engagements, fier de l'amour que tu nous portes. Il est regrettable que nous ayons laissé faire en imaginant que tout se mettrait en place naturellement. Nous n'avons pas su déceler ton mal-être et tes angoisses, que tu t'appliquais d'ailleurs à bien nous cacher. Ton attitude montre la force qui est en toi. Comme ta sœur, tu as une forte personnalité qui est en train de se révéler. La construction d'un individu ne se fait pas sans mal.
Je suis passé moi aussi par une période de mal-être. Je pense que c'est un passage obligé qui ne doit pas se faire en opposition aux autres, mais avec les autres. C'est ce que je crois tu as compris. Nous serons toujours là pour te soutenir et t'encourager. La direction professionnelle que tu as prise n'est sans doute pas la plus aisée, mais c'est celle que tu as choisie, c'est donc la meilleure pour toi, et nous en sommes fiers. Quant à ta vie privée, assume-la pleinement, sans a priori, et surtout sans honte. Nous formons une famille unie où chaque élément compte, où chaque individu renforce les autres. Je suis toujours près de toi car je t'aime plus que tout. Nous nous verrons à ton retour le 23. Gros bisous, Mimi. Elle est très factuelle, mais pour la première fois de sa vie, il m'écrit « Je suis toujours près de toi car je t'aime plus que tout ». Et il me l'a jamais dit. Il me l'avait même pas écrit dans la lettre précédente, qu'il m'aimait. Et comme je suis comme lui, je minimise le fait qu'il me dise ça. Alors que c'est hyper fort. Ça lui a coûté, à mon avis, de l'écrire. Parce que c'est vrai. C'est facile de dire je t'aime quand c'est pas vrai. Mais quand c'est vrai, c'est très très difficile à faire. Et je trouve ça extrêmement beau qu'il arrive à l'écrire, à défaut de pouvoir le dire. Quelques années plus tard, j'ai quitté Paris, j'habite dans le nord de la France, et je fais une école de théâtre. Et régulièrement, je rentre voir mes parents qui habitent loin, mais j'ai une voiture et je rentre les voir. Et un week-end, j'arrive dans la maison de vacances, et j'avais pas vu mes parents depuis longtemps. Et là, je vois ma mère, et elle est extrêmement maigre. Extrêmement maigre. Mais toujours pimpante, toujours heureuse. Et je me dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai jamais vue si maigre de ma vie». Je lui dis: «Mais maman, qu'est-ce qui se passe?» «Mais rien, mais pas du tout, mais rien». J'ai fait: «Mais non, non, stop, 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 il se passe quelque chose, tu es malade? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, elle me regarde et elle me dit: «Eh ben, Philippe est parti». Et je fais: «Comment ça, Philippe est parti?» «Eh ben, il est parti avec une autre femme, voilà». Et là, je me dis: «Mais oh là là, attends, heu, c'est quoi le truc?» Et je comprends qu'en fait, depuis toutes ces années, ma mère était très amoureuse de Philippe et qu'ils étaient ensemble. Et là, je me dis: «OK, il y a une nouvelle dimension qui vient d'apparaître dans cette famille». Cet homme que j'aimais beaucoup, que je considérais un peu comme, un 3 père, on va dire, allez, on en rajoute un de plus. Ben, en fait, c'était l'amant de ma mère et il était beaucoup plus important que ce que je pensais dans sa vie, puisqu'elle est en train de dépérir, là. Et là, il y a d tout un truc où je me dis: «OK, donc il y a encore une partie de ça que je comprends pas, qui m'éclabousse comme ça». Donc voilà, ma mère, en fait, pendant toutes ces années, elle était, amoureuse de cet homme et elle était amoureuse de ces hommes et je vois juste cette femme qui souffre. Ça me fait mal, ça me fait de la peine et j'arrive pas à voir cette femme encore qui porte ce masque de «tout va bien», alors que tout va pas bien. Et là, je suis donc arrivé depuis 2 heures et je reprends ma voiture et je repars. Parce que je peux pas, je peux plus. Je peux plus supporter de voir ces gens qui souffrent derrière des masques, ça je n'y arrive plus. Quand je repars, du coup, je repense à cette histoire et je me dis: «Mais comment encore une fois dans ta vie, tu as pu être si naïf, si bête?» Et je repense à un moment quand on était petits avec ma sœur, où on était donc, chez Philippe qui nous prenait, dans son cabinet d'ophtalmologie et on sort de consultation, donc il y a personne, tout est noir et là, il y a la femme de Philippe, qui à l'époque était une amie de mes parents, qui sort de la salle d'attente et qui la regarde et qui lui fait: «Bonsoir Philippe». Et là, ça part en engueulade totale et en fait, je comprends que c'est juste, un homme marié qui se fait surprendre avec sa maîtresse, avec les enfants de sa maîtresse en plus. Et je me dis: «Mais ah oui d'accord, la vie de mes parents est compliquée». Mais ils se sont toujours attelés à nous montrer que ça ne l'était pas. Quelques semaines après, je reviens et je me dis: «Je veux revoir, Philippe» parce que je comprends pas, j'ai envie de comprendre. On va déjeuner ensemble tous les 2. Et là, il m'explique. Il m'explique qu'il a dit à ma mère: «Choisis, moi je suis amoureux de toi, choisis ou tu pars avec moi et tu abandonnes les 2 autres», le père de ma sœur et Mimi,
ou alors moi je pars avec cette autre femme que je fréquente. Et ma mère a choisi de rester avec les 2. Je pense que c'était un accord tacite encore une fois. Mimi avait sa vie à Paris et ma mère avait la sienne. Et pourtant ils se retrouvaient tous les 3 auprès de nous, moi et ma sœur. S'il y a bien une chose qui les unit, c'est nous, quoi. Et finalement, quand Philippe sort de la vie de ma mère, il sort aussi de la mienne. Et je l'ai plus jamais revu. Un jour, je suis à l'école, de théâtre dans le nord de la France et je rentre en voiture, revoir mes parents et j'arrive à la maison et il y a personne. C'est le printemps, je m'en rappelle, il fait très beau et en remontant le perron, je vois, le chat de mes parents, qui est mon chat aussi, en état d'agonie totale, vraiment très, très, très mal en point. Et je sais que le père de ma sœur est dans les parages, qu'il va arriver puisque, Mimi et ma mère sont dans la maison de vacances, donc ils sont pas là. Et le père de ma sœur a un rapport, extrêmement fort avec les animaux. Beaucoup plus qu'avec, les êtres humains. Par exemple, quand son père, est décédé, j'ai pas vu une émotion sur son visage, mais quand son chien est décédé, ça c'était, j'avais eu le droit à un texto, et là, je le vois arriver et il prend le chat et il l'emmène, chez le vétérinaire et il revient et son visage complètement dévasté. Je comprends qu'il a été obligé de faire piquer le chat et que le chat est décédé et je vois sur son visage qu'il est vraiment, vraiment, vraiment dévasté, par l'événement. Après ça, on décide d'aller manger à la petite, crêperie, qui est à côté de la maison et on se retrouve tous les 2 dans le jardin de cette crêperie. On mange à l'extérieur, il y a pas beaucoup de monde, et je suis toujours un peu gêné d'être en tête-à-tête avec lui parce qu'on se parle pas beaucoup. On n'a jamais eu de vrai dialogue et on a un rapport un peu suspicieux l'un envers l'autre puisqu'on se connaît pas en fait. Enfin, on se connaît pas, on se parle pas quoi, enfin, et ce jour-là, je vois qu'il est complètement dévasté, quoi, et je me dis quand même, enfin bon, ce chat était vieux, enfin, je veux dire, moi aussi ça me fait de la peine, mais bon. Et puis là, il s'effondre dans ce jardin de cette crêperie, il s'effondre en face de moi et il me dit, «Faut que je te dise, je vois une femme, depuis 6 ans. Je trompe ta mère depuis 6 ans», tout ça. Alors je fais: «Oh là là, oh là là, oh là là, attention, autre information», et je suis extrêmement calme finalement, comme si d'un seul coup maintenant les informations, OK, on les prenait, comme si ça glissait un peu sur moi, donc je suis extrêmement clinique vis-à-vis de ce qu'il me raconte. Il me dit: «Oui, ta mère est tombée sur des textos, je me suis fait griller quoi», enfin grosso merdo, c'est ça. Et d'un seul coup qu'il me raconte ça, cet aveu d'un coup comme ça, je me dis: «Oh là là, il doit vraiment, vraiment être très, très, très mal pour m'en parler à moi». Comme si d'un seul coup, j'étais, dépositaire de tout ça alors qu'il m'a jamais parlé quoi. Et je lui dis: «Qu'est-ce que tu comptes faire?» Et il me dit: «Non mais je vais quitter ta mère, je vais quitter ta mère». Le voir, dans cet état-là me laisse en même temps un peu froid et me questionne un peu sur leur relation à tous les 3. Et je me dis: «C'est fou, ils sont toujours ensemble». Il y en a une qui est amoureuse d'un autre homme ou qui l'a été. Il y en a un qui vit à Paris, et on sait pas trop ce qu'il fait. Et lui qui m'avoue qu'il a une autre liaison, depuis 6 ans avec une autre femme. Et je me dis: «Ils sont tous les 3 ensemble et en même temps ils sont tous les 3 ailleurs». Quand je suis à l'école de théâtre dans le nord de la France, je décide en parallèle de commencer une thérapie, une analyse, quelque chose, qui va pouvoir me permettre un travail, de fond en parallèle sur moi-même parce que je sens que je suis mon seul outil, pour être comédien et que cet outil est quand même un peu, bizarrement contrôlable psychiquement. Et du coup, je commence à avoir, une thérapeute et je commence à parler pour la première fois, alors que dans cette famille, le mot, psychanalyste ou psychiatre est un mot, on ne parle pas, on ne veut pas savoir, on n'analyse pas. Et moi, je décide vraiment de vous commencer un travail d'analyse sur moi et à défaut, sur cette famille. Et j'ai un souvenir très précis de cette dame qui était une dame très souriante, très gentille, énorme, que j'ai jamais vue debout, qui était coincée dans son fauteuil. Et j'ai commencé à raconter mon histoire, à quelqu'un, sans la raconter pour pouvoir, faire une singularité personnelle, mais juste parce que c'était mon histoire et qu'il fallait commencer à faire un peu de tri là-dedans. Le travail que je fais avec, cette thérapeute m'aide beaucoup à prendre de la distance et je sens que j'entre dans une forme de
de rébellion, moi qui n'ai pas fait de crise d'adolescence, qui était plutôt smooth, qui était un peu pareil dans le déni. Je commence à m'affirmer et ça m'aide à me former. En parallèle de ça, quand je suis à l'école de théâtre, j'écris une pièce de théâtre où je mêle tout ça qui part dans tous les sens, qui ne veut rien dire, mais qui parle de tout. C'est en fait ce qui est le travail que je suis en train de faire avec, cette thérapeute et qui s'appelle, Un récit de l'impuissance. Et c'est, le récit de mon impuissance à parler, à m'affirmer et à être qui je suis. Je dois avoir 26-27 ans, j'habite à Paris, je suis en couple depuis 1 an, avec un garçon qui habite, plus ou moins avec moi et je suis sur Facebook depuis, des années et comme, tout le monde, je reçois, des spams, des demandes d'invitation de gens que je ne connais pas, avec des noms de stars du porno en général et là je reçois, une demande, quelqu'un qui s'appelle, Pamela Love ou quelque chose comme ça. Bon, je lui prête pas plus attention que ça. Et puis quelques jours après, je reçois un coup de fil de ma sœur qui me dit, «Tu reçu une demande, Facebook, d'une Pamela Love?» Je lui dis: «Mais pourquoi tu me demandes ça?» Elle me fait: «Non, non, pour rien», et elle raccroche. J'y prête pas plus attention que ça. Je continue, mon petit bonhomme de chemin et encore quelques jours plus tard, je suis chez moi avec mon copain, c'est le soir et là mon téléphone sonne et c'est le père de ma sœur et il ne m'appelle jamais et je me dis tout de suite: «Oh là là, pour que ce soit lui qui m'appelle, il y a quelque chose qui se passe». Et là, j'entends sa voix, et il fait, «Ça va mon grand?» Je fais: «Oui». Je dois te dire, il s'est passé quelque chose dans la famille. J'écarte le téléphone de mon oreille et tout de suite, je me dis: «Ma mère est morte» et j'ai une montée d'angoisse totale et là, je remets le téléphone près de mon oreille et je lui dis: «Oui» et il me dit: «Peut-être, tu as reçu un message, Facebook d'une certaine Pamela Love. C'est ma fille». Et là, je me suis dit: «À ce stade-là, est-ce que c'est une blague?» Et en même temps, je me dis: «C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous allez m'apprendre?» Et je le pourris au téléphone, hein, vraiment. J'ai envie de taper dans les murs et je hurle en disant: «Mais vous allez pas arrêter un jour, vous allez pas arrêter. C'est plus possible, je veux dire, qu'est-ce que vous allez encore m'inventer? Je n'en peux plus, je n'en peux plus» et je raccroche le téléphone. Et là, je demande à mon copain de partir parce que je sais pas ce qui va devenir, je suis dans un tel état et j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout péter et quelques minutes après, le téléphone ressonne et c'est ma mère qui est absolument en larmes et elle a l'air tellement mal et elle me dit: «Mais non, mais on le savait, mais on savait pas comment te le dire». Je dis: «Mais vous en avez pas marre de pas savoir comment me dire les choses?» Je m'énerve vraiment et elle est mal et je sens que ces gens souffrent, en fait et je me rappelle leur dire: «C'est très simple, c'est très simple. Si j'apprends encore une chose que je ne sais pas et que vous ne m'avez pas dite, de cette teneur-là, je ne vous parle plus jamais de ma vie». Et là, ma mère me dit: «Mais je t'ai tout dit» et je dis: «Tu es vraiment sûr que tu m'as tout dit?» Et je lui dis: «Mimi, par exemple, il est homosexuel». Elle me dit: «Bah, écoute, la seule fois où il s'est passé quelque chose entre nous, ben, tu là, quoi». Et je fais: «Pardon?» Donc là, je me rends compte que je suis, le fruit de ça et je raccroche. Mais ce jour-là, Mimi est à Paris et donc Mimi, sur ordre de ma mère, débarque chez moi et il arrive et il fait: «Oh, tu prends tout au drame». Alors là, c'est la phrase qui me fait complètement décarrocher. Je me dis: «Mais c'est pas possible» et à un moment donné, je me dis: «Peut-être, c'est vrai. Peut-être c'est toi qui es dans le drame, en fait. Peut-être que c'est pas grave». Mais je lui dis: «Mais vous êtes tellement dans le mensonge en permanence, comment voulez-vous que je vous croie?» Enfin, il me dit: «Mais oh, tu exagères tout. Qu'est-ce qu'on te cacherait de plus?» Et là, je me rappelle que je relève les yeux, que je le regarde dans les yeux, je lui dis: «Tu es sûr que toi, par exemple, il y a pas des sujets, des choses que tu aimerais me dire?» Et là, il baisse les yeux et il dit plus rien. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ouais. Je me dis: «C'est plus possible» et à partir de là commence une période où, je les vois de moins en moins souvent. J'y vais à Noël, une fois l'été, mais je reste pas plus de 3 jours et je sais que je les aime, mais je peux pas continuer à jouer avec eux. Je joue ma vie à moi. À la fin de ma vingtaine, avec, des gens avec qui j'étais à l'école de théâtre, on a monté une compagnie et on a créé déjà 2 spectacles et pour notre 3e spectacle, on est programmé au Festival d'Avignon
Donc c'est quand même un grand truc. Et je suis en période de répétition qui dure longtemps parce que c'est une grosse échéance au Festival d'Avignon et il va falloir être à la hauteur et j'ai un rôle plutôt important dans la pièce et c'est un rôle d'un personnage qui est horrible, qui est raciste, qui est beauf et qui est en souffrance totale et au lieu de l'aborder avec beaucoup de distance, je me mets à très, très mal le vivre parce que ça me renvoie une image de moi qui est, je me dis: «Ah ouais d'accord, donc c'est comme ça qu'on te voit qu'en fait, comme ce mec-là quoi». Raciste, homophobe, enfin, je tout ce que je pense ne pas être dans ma vie, quoi. Et je me dis: «Bah, ouais, en fait, ouais, tu un nul, tu un» et donc je me dis: «Putain, oh là là, j'ai pas réglé des trucs, quoi. Il y a des j'ai pas assez de distance pour faire ce métier-là» et en même temps, j'ai envie d'être le meilleur possible et en même temps, j'assume pas et donc je me dis: «OK, j'ai encore du boulot, en fait» et je décide de retourner voir un psychanalyste à Paris. Je passe, beaucoup de mois à rester assis face à lui et lui me dit, «J'aimerais bien que vous vous allongiez, j'aimerais bien que vous vous allongiez, j'aimerais bien» et je refuse parce que m'allonger, c'est ne plus avoir quelqu'un en face de moi à qui raconter l'histoire et je tourne en boucle, hein, parce que ça dure, longtemps sur, mes parents, ma famille, et je sens que je tourne en boucle, je sens que j'arrête pas de la raconter et je me dis: «Oh là là, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu parles de toi» et un jour, je finis enfin par m'allonger et par parler un peu de moi. L'analyse m'a aidé beaucoup avec ça, à prendre de la distance par rapport à ça et à pas me prendre ces révélations comme des missiles que je me prenais en disant: «Eh voilà, il y a ça aussi et puis il y a ça aussi». Mais à me dire: «Cette histoire dont je souffre parce qu'elle a des répercussions sur moi, est une belle histoire, est une très belle histoire». C'est-à-dire de pas être en opposition avec cette histoire-là, juste de l'accueillir, de déplacer mon point de vue par rapport à cette histoire. En fait, juste de sortir de leur théâtre, encore une fois et au lieu d'être sur scène avec eux, de regarder un peu ce qu'ils font et au lieu de trouver que c'est un spectacle, malsain et dégueulasse, voilà, ce que j'aurais pu penser à un moment donné est un spectacle, touchant, attendrissant. Je me dis que malgré tous leurs mensonges et leur déni, je suis qui je suis grâce à eux. Il y a toujours eu beaucoup d'albums photos à la maison, de films, puisque Mimi avait une caméra et pendant longtemps, la grande activité du dimanche soir, c'était de regarder les films de quand on était petit et comme moi je regardais ces films, je voyais un petit garçon sur les images qui était moi, un petit garçon qui pignait en permanence, qui était très, très près de sa mère et moi ça me rendait neurasthénique de voir ces images-là. Ce petit garçon me rendait triste, très triste et je comprenais pas pourquoi et j'ai compris par la suite que je supportais pas de voir que ce petit garçon, était pas capable de comprendre ce qui se passait autour de lui et que, d'une certaine manière, on le prenait un peu pour un imbécile et que ce petit garçon était qu'un petit garçon bête, très bête et ça m'insupportait de voir ce petit garçon qui arrivait pas à comprendre alors que c'était en face de lui et j'ai mis quelques années, c'est pas toujours évident, à faire un peu la paix avec ce petit garçon et puis de reconnaître que ce petit garçon, ben, ouais, il était chiant, il pignait tout le temps mais qu'il pouvait pas savoir. Je suis retombé sur des photos, de mes parents jeunes, dans un style très insouciant, des photos, en noir et blanc. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Mimi et le père de ma sœur à l'époque où ils étaient, maîtres nageurs tous les 2. Ils sont sur le bord de la piscine, en maillot de bain tous les 2, très, très beaux tous les 2. Et la photo est coupée, juste au niveau de leurs mains et leurs bras sont disposés de telle façon qu'on peut se demander s'ils se tiennent pas par la main. Et la photo a été prise par ma mère et ils sont souriants tous les 2, les cheveux mouillés, ils sortent de l'eau visiblement. Et voilà, cette photo, c'est je l'ai récupérée, je l'ai mise sous un cadre et je l'ai affichée chez moi. C'est une des rares photos de famille que j'ai parce qu'elle symbolise bien qui sont ces gens-là, quoi. De gens qui s'aiment et ça se sent. Maintenant, ils sont tous les 3 à la retraite et les week-ends, sont devenus des semaines puisqu'ils habitent tous les 3 ensemble. Toujours avec des animaux autour d'eux et ils s'aiment très fort et c'est beau et je sais que je sais que c'est ça l'amour, c'est ces 3 là, quoi. Vous venez d'écouter Transfert épisode 226, un témoignage recueilli
par Jeanne-Marie Desnos. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Victor Benamou et Benjamin Septem-Ours. Montage, Victor Benamou et Aurélie Rodriguez. Réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.